Bonjour à tous, Coucou. j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du complément, le 10e du nom. Et ouais, ça fait plaisir de passer une dizaine de plus pour ce concept-là, d'autant plus que nous allons parler d'un sujet qui se trouve à l'intersection de beaucoup de choses que j'ai déjà racontées sur la chaîne. Et pour donner un exemple assez récent, c'est en lien avec les vidéos d'un truc en plus et notamment la saison 1 où je vous ai introduit la théorie de Galois. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil. Ici, nous allons nous focaliser sur les nombres algébriques. On n'a pas besoin d'avoir vu les vidéos en lien avec la théorie de Galois ou ces choses-là avant de regarder cette vidéo. Il n'y a pas de problème avec ça, on va faire des rappels. Voilà, ne vous en faites pas. Mais quand même, je vais vous inviter à aller jeter un coup d'œil à l'exode call numéro 22. Ça date un petit peu, mais c'est un exode call dans lequel nous avions démontré que l'ensemble des nombres algébriques sur Q dans C forme un corps. Et ici, on va donc étendre ce résultat à n'importe quelle configuration où nous avons un corps inclus dans un autre. Permettez-moi donc pendant quelques instants vous énoncer ce que nous allons démontrer aujourd'hui. Nous allons considérer donc K un corps et L une extension de K, sous-entendu ici un surcorps de K. On va considérer A, L sur K, l'ensemble des nombres algébriques sur K dans L. Et l'objectif du jour, ce sera d'une part de démontrer que cet ensemble-là forme un sous-corps de L, d'autre part de démontrer une relation un peu rigolote sur les nombres algébriques, et enfin de démontrer que si L est algébriquement clos, alors l'ensemble des nombres algébriques sur K dans L est également algébriquement clos. Bien, alors avant de me lancer dans l'exercice de prouver ce résultat-là, je pense que quelques rappels ne fera pas de mal et donc je vais inviter Benjamin 2 à nous proposer ces rappels. Des rappels? Bon, en vrai, il n'y a pas grand-chose. Tu as déjà toi-même rappelé ce qu'était une extension d'un corps. Donc, en effet, une extension d'un corps, c'est le fait de prendre un corps qui contient un corps donné. Pas coordonné, un corps donné. Pas de blague. Donc, en effet, une extension d'un corps K, c'est un corps qui contient le corps K, tout simplement. Après, en effet, une notion importante, c'est ce qu'est un nombre algébrique. Donc un nombre algébrique sur un corps K, c'est tout simplement une racine d'un polynôme à coefficient dans le corps K. Et ici, on impose à ce que cette racine appartienne à un surcorps donné. Encore une fois, pas coordonné, corps donné. Bon, et puis, s'il doit rester une dernière notion, c'est la notion de corps algébriquement clos. On dira qu'un corps L est algébriquement clos si et seulement si, pour n'importe quel polynôme à coefficient dans ce corps L, polynôme non constant bien entendu, il existe alors une racine qui est dans le même corps, donc le corps L. Vous pouvez tout bonnement penser au corps C, encore une fois, corps C, pas corps C, et au fameux théorème de d'Alembert-Gauss, ou aussi appelé théorème fondamental de l'algèbre. Bref, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Tu peux reprendre le relais. Merci beaucoup. Alors, pour démontrer le résultat du jour, je vais vous inviter d'abord à démontrer le lemme suivant. Les assertions suivantes sont équivalentes. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est fatigué, bien sûr, las. Voilà, donc les assertions suivantes sont équivalentes. Le fait que A soit algébrique sur K dans L, c'est équivalent à dire que K crochet alpha est égal à K parenthèse alpha. Ça revient à la même chose que de dire que K crochet alpha est un corps. Et troisièmement, K crochet alpha est de dimension finie en tant que K espace vectoriel. Je peux vous inviter à faire une petite pause sur la vidéo pour essayer de démontrer la chose suivante par vous-même avant que je n'avance plus loin. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Ça fait petit exercice assez sympathique à faire et en plus tout à fait atteignable à un niveau de première année, plutôt peut-être de deuxième année de classe préparatoire pour pouvoir utiliser un peu d'outils sophistiqués, mais éventuellement peut-être de première année de classe préparatoire, à condition quand même d'avoir assez de recul sur les choses. Mais bref, une preuve possible, eh bien on va démontrer de toute façon quelques implications et là la logique voudrait, en tout cas je pense qu'un truc qui paraît assez simple, c'est de démontrer que 3 implique 1 et 1 implique 2, puis 2 implique 1. Sachant que la partie difficile va se trouver ici. Bon, difficile, je vais peut-être mettre des guillemets parce que ce n'est pas non plus hyper difficile. Mais quand même, c'est la partie difficile. Ok, alors, cherchons à démontrer les différentes choses. Dans un premier temps, on sait que K crochet alpha, donc je vais peut-être démontrer d'abord que 3 implique 1, ça me paraît assez simple, donc je commence par 3 implique 1. Et donc je suppose que nous avons un K espace vectoriel de dimension finie pour K crochet alpha. Donc comme K crochet alpha est de dimension finie,
Ça veut dire que la famille 1, alpha, alpha carré, etc. jusqu'à alpha puissance p, disons, pour p plus grand strict à la dimension de k crochet alpha, donc en tant que k espace vectoriel, eh bien cette famille-là ne peut pas être libre, puisqu'on a trop de vecteurs par rapport à la dimension de l'espace. Donc ça signifie que cette famille-là est liée. Et donc comme cette famille-là est liée, ça veut dire qu'il existe des coefficients qu'on va noter, peut-être pas P, parce que comme j'ai appelé P la dimension, on va peut-être l'appeler autrement. On va dire A0 jusqu'à AP, coefficient dans K puissance P plus 1 du coup, tel que, donc d'une part, A1 jusqu'à AP, c'est non tous nuls, et d'autre part, la combinaison linéaire, donc la K combinaison linéaire donnée par ces coefficients, donc la somme des A, pour I allant de 0 à P, des AI alpha puissance I, ça fait 0. Bon voilà, vous l'aurez compris, si je considère alors P comme étant le polynôme I allant de 0 à petit p, peut-être que grand P, petit p, on va avoir du mal à les différencier, je vais l'appeler Q. Donc si je considère le polynôme Q donné par la somme pour I allant de 0 à P des AI x puissance I, j'ai en effet l'existence d'un polynôme dans K crochet x, tel que ce polynôme s'annule en alpha. Et ça, c'est exactement la définition d'être algébrique sur K dans L. Bon, à vrai dire, le fait que ce soit dans L n'a pas forcément beaucoup d'importance. Donc ça implique bien en effet que alpha est algébrique. Donc de L sur K. Très bien. Alors ensuite, deuxièmement, on va chercher à démontrer, je pense qu'une des applications simples, c'est 2 implique 3. Ok, alors 2 implique 3. Donc 2 implique 3, si on regarde un peu plus près ce que ça veut dire qu'on a ça et on a ça. Alors ici vous avez un corps. Comme vous avez un corps, vous pouvez constater alors que 1 sur alpha est un élément de notre affaire. Donc, c'est ça un peu l'astuce ici. Donc 1 sur alpha est dans K crochet alpha. Autrement dit, il existe donc un polynôme Q, je vais peut-être l'appeler autrement pour histoire de changer, un polynôme R dans K crochet X, donc non nul, d'ailleurs il faut que je précise non nul, tel que R de alpha, c'est égal à 1 sur alpha. Ok, ça marche. Et donc, alors comment on en arrive au fait que K parenthèse, enfin K crochet, attendez, que K crochet alpha est bien un K espace vectoriel de dimension finie. Donc du coup, à partir de ton égalité, tu n'as pas quelque chose du genre alpha fois R de alpha moins 1 égale 0 et donc un polynôme qui s'annule en alpha? Je crois que ça va te donner une famille liée en les puissances de alpha. Oui, tout à fait, merci, merci. Donc ça veut dire en effet que alpha R de alpha moins 1 est égal à 0. Et j'ai alors l'existence d'un polynôme que je vais appeler S, tel que eh bien, S de alpha est égal à 0. Ce qui implique alors qu'il existe P entier naturel non nul, tel que la famille 1 alpha, tac tac tac, alpha puissance P est liée. Et si cette famille-là est liée, bon, bah, ça veut dire comme K crochet alpha est engendré par toutes les puissances de alpha, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de regarder toutes les puissances de alpha pour s'en sortir, il suffit d'en voir un nombre fini. Donc ça implique qu'en effet, K crochet alpha est de dim fini. Donc la dimension sera inférieure au degré de S, notamment. Merci. Alors voilà, on a démontré donc que 2 implique 3, que 3 implique 1. Ça marche. Et il me reste donc la partie difficile, qui est 1 implique 2. Alors là, je crois qu'il faut penser au polynôme minimal, non? Oh oui, tout à fait, tu fais la bonne remarque. Il faut penser à utiliser le polynôme minimal. Donc, pour démontrer que 1 implique 2, on a l'existence d'un polynôme minimal. Et comment on justifie cette existence? Bah, tu le justifies par le fait que K crochet X est un anneau principal. Et donc, tu regardes l'idéal engendré par les polynômes
qui s'annule en alpha, ça va être donc un idéal principal engendré par un polynôme, et ça y est, c'est gagné, je pense. Tout à fait, on utilise le fait que k crochet x est un anneau principal. Donc en effet, si je regarde I, l'ensemble des polynômes dans k crochet x tel que P de alpha est égal à 0, je sais que c'est un idéal qui n'est pas réduit à 0, étant donné que alpha est algébrique. L sur K. Ok. Et par conséquent, comme je sais que l'anneau, donc c'est un idéal, hein, bien sûr, hop, et donc comme k crochet x est principal, eh bien on a l'existence d'un polynôme pi alpha minimal, donc au sens minimal du degré, et unitaire, tel que eh bien, nous avons en effet notre idéal qui est engendré par ce pi alpha. Alors ce qu'on peut constater également, c'est que ce pi alpha est irréductible. Et ça vient de l'intégrité de l'anneau k crochet x, ou voire même l'intégrité de k. En effet, si pi alpha n'était pas irréductible, ça voudrait dire que je pourrais écrire pi alpha comme un produit qu'on va dire p fois q. Et si je le calcule en alpha, pi alpha de alpha, je sais que ça fait 0, mais c'est donc égal à p de alpha fois q de alpha. Et par conséquent, ça veut dire que soit P est dans l'idéal, soit Q est dans l'idéal. Et donc là, on voit qu'il y a un petit souci, parce que s'ils sont dans l'idéal, sachant que ce sont des polynômes de degré inférieur strict au degré de pi alpha, eh bien on arriverait à une contradiction sur le fait que pi alpha était minimal. Donc on arriverait au fait que P appartient à l'idéal, mais ça, pourtant, le degré de P serait inférieur strict au degré de pi alpha. Voilà, si on suppose que là c'est non irréductible, bien sûr. Donc voilà, on arriverait alors à une contradiction. Soit le degré de P, soit le degré de Q, bien sûr, parce que par intégrité, vous pouvez avoir un choix sur le polynôme à considérer. Donc très bien, pi alpha est irréductible dans k crochet x, je devrais peut-être préciser. Très bien. Et ensuite? Eh bien, il reste à démontrer que pour n'importe quel bêta non nul dans k crochet alpha, eh bien, ce bêta est inversible. Et pour cela, on va utiliser Bézout, il me semble, non? Donc en effet, je vais vous montrer que c'est un corps. Et pour démontrer que c'est un corps, en effet, je vais utiliser du Bézout. Très bonne remarque. Donc je vais effacer un petit peu. Je vais effacer ça. Je pense que j'en ai plus trop besoin, ça. Donc si je considère maintenant bêta, soit bêta dans k crochet alpha non nul. Le but du jeu, c'est de montrer que bêta est inversible dans k crochet alpha. Donc je sais qu'il existe un polynôme, je vais l'appeler R, dans k crochet x, tel que bêta s'écrit R de alpha. Très bien. Alors ce qu'on peut constater, c'est que par division euclidienne, on peut supposer que le degré de R est inférieur strict au degré de pi alpha. Donc par division euclidienne, on peut supposer que le degré de R est inférieur strict au degré de pi alpha. D'accord. Notez que le degré de pi alpha, je ne l'ai pas dit, j'aurais peut-être dû le mentionner, mais le degré de pi alpha est supérieur ou égal à 1. Ouais, ça je pense que c'est important. Bref, donc le degré de pi alpha est supérieur ou égal à 1, ça c'est dit. Donc par division euclidienne, c'est-à-dire on peut faire la division euclidienne de R par pi alpha. Si je calcule ensuite en alpha, pi alpha de alpha ça fait 0. Donc tout ce qui va me rester, c'est justement le reste de la division euclidienne. Donc je peux supposer, quitte à faire une division euclidienne, que le degré de R est inférieur strict au degré de pi alpha et ainsi utiliser l'irréductibilité. Donc je sais que pi alpha est irréductible. Donc ça veut dire que R et pi alpha seront premiers entre eux. Car pi alpha est irréductible. En plus du fait, bien sûr, que le degré de R est inférieur strict au degré de pi alpha. Donc, sachant ça, on peut appliquer Bézout.
qui nous dit qu'il existe alors des polynômes u et v dans K crochet x tels que on a u fois r, disons, donc u fois r plus v fois pi alpha qui est égal à 1. Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est calculer en alpha. Et je vais avoir terminé. Donc si je calcule en alpha, je vais avoir u alpha fois v alpha, fois r alpha, pardon, u alpha fois r alpha, qui doit être égal à 1. R alpha, bah ça c'est bêta. OK. Et puis bah, u alpha c'est donc un élément de K crochet alpha. Et je viens donc de démontrer qu'il existe bien un élément de K crochet alpha qui inverse l'élément qu'on a bêta. Donc c'est terminé, on a bêta inversible. Dans K crochet alpha. C'est QFD. K crochet alpha est bien un corps. En fait, je pense qu'il te faut ajouter le fait que alpha appartient à L pour les assertions 2 et 3. Parce que sinon, je pense que c'est un peu compliqué d'avoir l'équivalence, non? C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quand même important. Parce que quand tu prends une racine d'un polynôme dans K crochet x, rien ne te dit que cette racine va appartenir à L. A priori, en tout cas. Donc je pense que c'est important vraiment d'ajouter cette hypothèse que alpha appartient à L. Alors en effet, bonne remarque, hein, si je veux avoir vraiment la totale équivalence sur ce que je viens d'écrire, il faudrait à chaque fois que je précise que alpha appartient à L. C'est un peu bête, mais quand même, il faudrait que je précise à chaque fois que alpha appartient à L pour les deux autres assertions, puisque je ne l'ai pas précisé. Sinon, on pourrait juste se contenter de parler de nombres algébriques, peu importe sur quel corps on se trouve, et tout ce que je viens de démontrer, ces équivalences-là, se tiendraient. Il n'y a aucun problème avec ça. Bon, tu m'aides à faire une petite transition? Une transition. Ah, j'ai une petite blague. Le nombre i et le nombre pi qui discutent. Bon, peu importe les circonstances, mais disons, ils discutent. Et d'un seul coup, le nombre i dit au nombre pi, bah voyons, sois rationnel. Et le nombre pi lui rétorque, faudrait déjà que tu sois réel. Et le nombre i lui répond à nouveau, bah déjà, je suis algébrique sur les rationnels. C'est pas trop mal, c'est toujours mieux que toi, je pense. Elle est un peu nulle ta blague quand même. Hein. C'est pas ouf, mais voilà, c'est pas mal, je trouve. Je te jure. Bref, donc voilà, on va maintenant se lancer à démontrer le résultat du jour. Et commençons déjà par le point le plus important, de démontrer que l'ensemble des nombres algébriques sur K dans L est un sous-corps de L. Pour ce faire, eh bien, le début de la preuve est assez similaire à ce qu'on a pu voir dans l'exode-call numéro 22. C'est-à-dire, eh bien, il va falloir démontrer que si alpha est dans l'ensemble des nombres algébriques de L sur K, alors moins alpha est aussi dedans. Et ça, bah, ça vient du fait qu'on peut considérer à partir d'un polynôme P qui vérifie ce qu'on veut, donc si P de alpha égale 0, on peut considérer alors Q de x comme étant P de moins x. Et du coup, celui-ci s'annulera en moins alpha. P de moins x. Et c'est un polynôme qui est bien dans K crochet x, pas de problème là-dessus. Deuxième chose ensuite à démontrer, c'est que si alpha est un nombre algébrique sur K dans L et qui est non nul, alors il faut montrer que l'inverse est dedans. Et pour cela, eh bien, on utilise un truc assez classique qui est le fait de symétriser le polynôme qui est en jeu. Donc si je sais que P de alpha est nul, eh bien, je peux considérer alors le polynôme Q comme étant, alors que je ne fasse pas de bêtises, je veux calculer P en 1 sur x et je dois multiplier par x puissance le degré de P. Voilà ce que je peux effectuer comme opération. Cette opération va donc renverser totalement les coefficients qui sont en jeu dans mon polynôme et ça va me donner un polynôme qui va s'annuler en l'inverse de alpha. Vous pouvez vous amuser à le vérifier. Je ne vais pas refaire les détails parce que c'est déjà fait dans l'exode-call numéro 22. Là où ça va vraiment changer, puisque dans l'exode-call numéro 22, nous avons vu une méthode utilisant des matrices, et notamment les polynômes caractéristiques de ces matrices. C'est un truc assez rigolo à faire et qui marche très très bien dans les rationnels, mais qu'en serait-il si on voulait travailler sur n'importe quel corps? Alors il se trouve que cette méthode peut également fonctionner, mais j'aimerais vous montrer une autre méthode un tout petit peu plus efficace sans avoir besoin de passer à travers ces constructions un peu particulières de matrices. Mais en effet, ce qui nous reste à démontrer, c'est si on a alpha et bêta
des nombres algébriques sur K dans L, alors alpha plus bêta et alpha fois bêta sont tous deux là-dedans. Bien sûr, j'ai oublié de le faire, mais je pense que c'était évident de voir que 0 et 1 sont automatiquement des nombres algébriques de L sur K. Mais bon, je le mentionne quand même parce que c'est important. Alors le truc rigolo à constater, c'est que si bêta est algébrique tel que demandé, alors il est aussi algébrique dans le surcorps, donc dans le corps K crochet alpha, puisqu'il s'agit juste de prendre des polynômes à coefficient dans K pour s'en sortir, et K c'est inclus dans K crochet alpha. Donc il n'y a pas de problème, être algébrique dans ce corps-là, dans K par rapport à L, ça va être la même chose que d'être algébrique sur K par rapport à sur K crochet alpha par rapport à L. Voilà. Donc déjà, ça c'est une remarque assez importante à constater. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire alors que si je regarde K crochet alpha bêta, qui n'est rien d'autre que K crochet alpha crochet bêta. Ça, c'est l'ensemble des multinômes, donc là des polynômes à deux variables, x, y, dans K crochet x, tel que eh bien, P de alpha bêta est égal, que je ne fasse pas de bêtises, oui, juste P de alpha bêta, tout simplement. Je fais les P de alpha bêta, donc j'ai juste écrit dans le mauvais sens. Donc c'est le fait de prendre un polynôme à deux variables et de l'évaluer en alpha bêta. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et bien ça, c'est un espace vectoriel de dimension finie. KEV de dimension finie. Et ça vient de quoi? Eh bien ça vient exactement du lemme que nous avons démontré auparavant, puisqu'on sait que bêta est algébrique sur L sur K crochet bêta, crochet alpha, pardon. Donc on a alors que K crochet alpha crochet bêta est un K espace vectoriel de dimension finie. Et comme cet espace vectoriel de dimension finie et qu'il inclut deux choses importantes qui sont liées à ce alpha plus bêta et ce alpha fois bêta, qui sont tout simplement K crochet alpha plus bêta et K crochet alpha fois bêta, les deux ensembles que je viens de considérer là sont des K espaces vectoriels bien sûr, mais ce sont des K espaces vectoriels de dimension finie. Donc K crochet alpha plus bêta et K crochet alpha fois bêta sont de dimension finie sur K. Et par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, j'utilise les équivalences démontrées dans le lemme. Ça veut dire alors que alpha plus bêta et alpha fois bêta sont tous deux algébriques. Sont tous deux algébriques sur K dans L. Et voilà, nous avons démontré qu'en effet, l'ensemble des nombres algébriques sur K dans L forme un sous-corps de L. Eh, bravo! On a hâte de voir la suite. Mais avant ça, petite pub. Vous ne l'attendiez pas celui-là. Je pense pas que tu avais besoin de mettre une pub à ce moment-là, mais enfin bon. Bah écoute, ça m'amuse. Pour changer un petit peu de la pub qui se trouve vers la fin, pour une fois, la mettre un peu au milieu, c'est pas si mal. Ouais, ok. Alors, pour ce deuxième point, nous allons alors démontrer en effet cette drôle d'égalité. Alors il y a une inclusion qui est assez évidente, c'est le fait que les nombres algébriques sur K par rapport à L, c'est inclus dans les nombres algébriques sur les nombres algébriques sur L, sur K par rapport à L, par rapport à L encore une fois. Bref, c'est un peu compliqué à dire, mais voilà. Donc on a bien cette inclusion-là qui est assez évidente, puisque bon, c'est un peu le jeu que nous avons utilisé dans le premier point, avec le fait qu'en prenant un surcorps, automatiquement on a les polynômes à coefficients dans le sous-corps. Donc ça marche. Maintenant, voyons l'inclusion dans l'autre sens. Considérons bêta un élément algébrique sur les nombres algébriques. C'est Inception le truc. Donc sur les nombres algébriques sur K dans L, voilà. Alors, vous pouvez affirmer qu'il existe un polynôme dans les nombres algébriques sur K, crochet X, tel que, eh bien, vous avez bêta, P de bêta qui vaut 0. Explicitons un petit peu plus à quoi ressemble le polynôme P. Donc, posons P comme étant la somme des, disons, AI
x puissance i allant de 0 à d, où d, c'est le degré du polynôme. Bon, très bien. Alors si je m'intéresse un petit peu à l'expression que j'ai obtenue d'une certaine manière, en fait je suis en train de dire si je considère, disons, M comme étant l'ensemble suivant, A0, A, D, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Donc si je considère cet ensemble-là, qui se trouve être également un corps, donc ça c'est un truc à constater, en effet ce truc-là ça va être un corps, puisque on peut démontrer étape par étape qu'en effet les nombres AI sont algébriques par rapport au corps d'en dessous, hein, en voyant ceci en fait par récurrence. Voilà. Donc si on voit les choses comme ça, là on voit assez clairement donc, que ce truc-là c'est un corps, ok, par récurrence. Notez-le. Et donc ici ce que nous avons, c'est qu'il existe un polynôme dans m crochet x, tel que ce polynôme est égal à 0. Donc en fait on est en train de regarder plus précisément m crochet bêta, qui n'est rien d'autre que k crochet A0 AD, crochet bêta. Alors le truc rigolo à constater, c'est que dedans, dans ce machin-là, se trouve K crochet bêta. Et d'un autre côté, comme bêta est algébrique par rapport à cet ensemble-là, ça veut dire que cet espace-là est de dimension finie. Donc dim fini en tant que K espace vectoriel, pardon. Dim fini en tant que K espace vectoriel. Vous voyez? C'est assez rigolo quand même, parce que ça, c'est un K espace vectoriel de dimension finie. Hein. Encore une fois, on peut utiliser les lemmes, hein, comme je dis. Et en ajoutant en bêta, ça nous donne encore une fois un espace vectoriel de dimension finie. Donc ça implique alors que ce machin-là, qui est inclus dans ce machin, c'est un K espace vectoriel de dimension finie. Et encore une fois, on applique le lemme, hein, vraiment tout utilise le lemme. Ça veut dire que bêta est en effet un nombre algébrique sur K dans L. Et nous venons de démontrer le deuxième point d'aujourd'hui. Allez, encore une transition. Encore une transition. Bon, ça va, t'as de la chance, je suis pas en reste avec les blagues. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi les mathématiciens confondent toujours le jour d'Halloween avec le jour de Noël? Parce que 31 en base 8, c'est la même chose que 25 en base 10. 31 octobre, et 25 décembre. Très subtil celle-là, très subtil. Vas-y, continue. Bien, il nous reste alors ce dernier point à démontrer. Le fait que L est algébriquement clos implique que l'ensemble des nombres algébriques sur K dans L est aussi algébriquement clos. Alors Benjamin II a très bien fait le rappel. Dire qu'un corps ici L est algébriquement clos, ça signifie que pour n'importe quel polynôme non constant à coefficient dans L, on a une racine qui est dans L. Très bien, donc il va falloir essayer d'utiliser ce fait. Alors allons-y, je veux montrer que ce corps est algébriquement clos, donc je vais considérer un polynôme à coefficient dans ce corps. Donc soit P un polynôme à coefficient dans ce corps, tac, voilà. Bon, je sais déjà que c'est un sous-corps de L, hein, donc A, L sur K est un sous-corps de L, et que L est algébriquement clos. Donc ça veut dire qu'il existe, donc j'ai oublié de dire que le polynôme est non constant. Hop. Donc ça veut dire qu'il existe un polynôme, enfin pas un polynôme, il existe un nombre alpha dans L, tel que, P de alpha est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur alpha? Le truc assez rigolo, c'est le fait que, en effet, alpha, c'est un nombre algébrique sur les nombres algébriques sur K dans L. Donc on peut, par cette construction, affirmer que alpha est là-dedans. Or, nous avons démontré que cet ensemble-là, c'est la même chose que l'ensemble des nombres algébriques sur K dans L. Conclusion, en effet, nous venons de démontrer qu'un polynôme non constant à coefficient dans le corps des nombres algébriques sur K dans L admet une racine, toujours dans ce même corps. Donc ça veut dire
que l'ensemble des nombres algébriques sur K dans L est algébriquement clos. Et une conséquence de ce qu'on vient de démontrer, c'est le fait que les nombres algébriques sur Q dans C, C étant algébriquement clos grâce au fameux théorème de D'Alembert-Gauss, et donc aussi appelé théorème fondamental de l'algèbre, eh bien ce truc-là, c'est algébriquement clos. Et ça vous donne un nouvel exemple d'un corps légèrement plus petit, car vous devriez savoir que les nombres algébriques, il y a des nombres qui ne sont pas algébriques, comme pi ou comme e, qui sont des nombres qui ne sont pas algébriques sur Q. C'est assez intéressant puisque ça vous donne un exemple d'un corps qui n'est pas C et qui est algébriquement clos. Et donc là, en l'occurrence, d'ailleurs, un sous-corps strict qui est algébriquement clos. Alors d'autres questions pourraient se poser. Est-ce que c'est le corps le plus petit que l'on puisse avoir qui est algébriquement clos à isomorphisme près? Pas mal de questions pas évidentes à se poser. On va se les garder en suspens éventuellement pour d'autres discussions. Mais voilà, je trouve que c'est assez joli de vous partager ça. Et donc, on vient de conclure la résolution totale de l'exercice du jour, si vous voyez ça en tout cas comme un exercice. Nous avons donc démontré tous les différents points. Et vous voyez qu'en effet, les résultats que nous avons démontrés au préalable dans l'exo de colle numéro 22 s'étendent assez facilement grâce à ce lemme technique qui est assez, finalement, qui est la clé de tous ces résultats-là. Grâce à ce lemme-là, on est capable vraiment de démontrer en fait le mécanisme général d'un cadre de nombres algébriques sur un corps par rapport à un autre. C'est vraiment assez amusant et ça vous donne aussi une façon de construire des corps algébriquement clos ou même des clôtures algébriques pour être un peu plus précis parce que en effet, vous pourriez démontrer, et donc c'est la question que j'ai laissée en suspens mais je vais y répondre, que ça c'est bien la plus petite clôture algébrique, le plus petit corps algébriquement clos qui contient les rationnels. Donc, vous pourriez démontrer ça. Et en effet, à partir de ça, vous avez la conclusion. Enfin, vous avez en fait un moyen de construire des clôtures algébriques à partir de n'importe quel corps, tant que vous connaissez un corps ambiant qui est algébriquement clos. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Il y a donc des constructions explicites qui permettent de les obtenir, mais ces constructions autres... Il y a des constructions sans forcément avoir posé un corps au préalable qui est juste de regarder les nombres algébriques sur le corps. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trop le contrôle sur le corps ambiant. Et par conséquent, on pourrait se poser la question, en effet, est-ce que les clôtures algébriques vont être les mêmes? Il se trouve qu'ils vont être les mêmes à isomorphisme près, mais en soi, en termes d'inclusion, ça ne va pas forcément être les mêmes. Donc, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser à travers tout ça. Bref, je pense que ça peut être le bon moment de s'arrêter, à mon avis. T'en penses quoi? J'en pense que c'est encore une fois un travail rondement mené. Merci beaucoup. Parfait, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant ce numéro du complément et donc tout ce que nous avons démontré ici aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Un petit pouce si tel est le cas. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures. Portez-vous bien et à très bientôt. Tchuss!